Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui... Et ben bonsoir à toutes et à tous, voilà un générique pour le moins écourté, et ben c'est pas grave, je suis ravi de vous retrouver. On a gratté 20 secondes d'émission, c'est formidable, et on est ensemble pour 1 heure d'actualité régionale. On va parler de cybersécurité, notamment votre sécurité, celle de vos données sur internet, de vos coordonnées bancaires, de vos messageries. On en parlera pour vous particuliers, mais aussi pour les entreprises, c'est une vraie problématique. On en parlera tout à l'heure avec nos deux invités, on parlera avec Sabrina Keller de Femmes de Foot, évidemment avec le président de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, qui sera avec nous en plateau, et avec elle l'actu de Tchap, également chaque mardi soir, et puis vos études, celles de vos enfants ou les vôtres, ça sera Studirama, un salon à découvrir à Mulhouse ce samedi au Parc Expo. Mais on commence bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous, et dans l'actualité ce soir, Amazon à la conquête des PME alsaciennes. Le géant américain de la vente en ligne cherche à développer ses plateformes en région. Bientôt, plus de trains pour relier la Sarre allemande au Grand Est. C'est une des lignes du nouveau partenariat qui lie les deux régions. Et puis des restaurants alsaciens récompensés au niveau national. Cela se déroulait hier soir à Paris. Mais pour commencer, on prend tout de suite la direction d'Europa Park. Il y a quelques minutes tout juste, le parc allemand a officiellement présenté son nouveau projet, un téléphérique qui enjamberait le Rhin pour relier directement le parc à l'Alsace. Une annonce dont même le président Emmanuel Macron s'est félicité. On écoute tout de suite Michael Mack, le directeur associé du parc. Il est au micro de Cécile Motz et Camille Roland. D'une rêve de l'amitié franco-allemande, de connecter ces deux pays plus proches qu'au moment. Alors on a réfléchi beaucoup quoi faire et on a rêvé d'installer un téléphérique d'ici à Europa Park en Alsace. On a plus que 1800 salariés de Français qui travaillent ici à Europa Park. Et quand vous parlez avec notre salarié, ils étaient super heureux qu'il y a peut-être une chance de réaliser cette rêve. Alors c'est vraiment une connexion entre l'Allemagne et la France. Et c'est la base d'une vision Europe qui est créée ici à Oberrhein avec l'Allemagne et la France, l'amitié franco-allemande. Et pourquoi pas donner quelque chose pour les champs, pas seulement avoir des salariés français, mais aussi de donner quelque chose en Alsace. Et je trouve que c'est une idée formidable. C'est un rêve. Après l'annonce, tout reste cependant encore à faire. Et le travail, il va être mené avec les communes, le département du Bas-Rhin et l'ADIRA, l'agence de développement d'Alsace. Aujourd'hui, c'est l'annonce d'un projet, c'est l'annonce d'un rêve. Comme il le souligne, maintenant tout le travail commence. Où ça, comment, pour y faire quoi précisément, en combien de temps? C'est effectivement du pain sur la planche et on sera nombreux à s'y atteler. Un dossier à suivre, évidemment. Les propriétaires du parc espèrent voir le téléphérique en place d'ici 5 ans. Un téléphérique qui serait une étape de plus pour le développement du parc. Europa Park, c'est plus de 5 millions de visiteurs chaque année, parmi eux 1 million de Français. On reste dans le domaine du transfrontalier avec une autre rencontre franco-allemande. Elle se tenait ce matin au siège de la région. Les élus du Land allemand de la Sarre étaient présents avec à la clé un partenariat renforcé entre les territoires. Camille Roland. Une rencontre symbolique. Pour la première fois, un conseil des ministres du gouvernement de la Sarre s'est tenu à la maison de la région du Grand Est. Objectif, intensifier les bonnes relations entre les deux territoires et renforcer la coopération transfrontalière. Die Menschen sehen keine Grenzen mehr, die Menschen leben keine Grenzen mehr und deswegen muss auch auf politischer Ebene. Nos concitoyens ne voient plus la frontière, ils ne la vivent plus, c'est maintenant au monde politique d'agir pour renforcer la coopération. Nous voulons intensifier et améliorer la mobilité entre les territoires, nous voulons améliorer les connexions ferroviaires, notamment entre Metz et Sarrebourg, et entre Strasbourg et Saarbrück. Nous voulons mettre en place de meilleurs trains et nous coordonner sur les horaires. Il y a une particularité à noter, c'est que la Sarre prend la présidence de la grande région pour les 2 prochaines années. Et nous allons profiter de cette présidence pour nous coordonner beaucoup avec nos amis du Grand Est. Ainsi, le pacte ferroviaire comprendra notamment un appel d'offres commun pour intensifier les liaisons et améliorer les services. Nous avons parlé, oui, de la jeunesse et des expériences communes que nous pouvons partager en termes de politique pour nos plus jeunes, pour
dans la formation, mais également dans la citoyenneté, dans la connaissance européenne, dans la responsabilité politique au beau sens du terme, et aborder d'autres sujets peut-être plus techniques, mais qui sont aussi l'avenir de notre jeunesse, celui de l'intelligence artificielle, celui de la cybersécurité, qui sont des sujets communs de politique publique où nous devons, à côté des États aujourd'hui, avoir une vraie envie régionale de développer ici, au cœur de l'Europe, entre la Sarre, le Grand Est, la Rhénanie-Palatinat ou encore le Bade-Wurtemberg, eh bien un véritable réseau de centres d'excellence. Un réseau qui se veut excellent pour renforcer le poids des régions face à la concurrence mondiale. Économie maintenant, 250 entreprises alsaciennes étaient présentes cet après-midi à la CCI pour écouter une présentation du géant américain de la vente en ligne, Amazon. S'il bouleverse les codes traditionnels du commerce, le numérique est aujourd'hui un passage obligé pour les entrepreneurs. Fanny Kunz. 6 acheteurs sur 10 chercheraient des informations sur des produits sur Internet avant de finaliser leur achat en magasin. Pour les entrepreneurs, il est donc impératif d'être visible sur la toile. Pourtant, ils sont nombreux à ne pas avoir franchi le cap du numérique. Cet après-midi, à la CCI, 250 entreprises bénéficient de la présentation du dispositif digital Marketplace du géant de la vente en ligne Amazon. C'est une panoplie d'outils et de services à travers lesquels Amazon met à la disposition des TPE, des PME, des producteurs, des commerçants, des entrepreneurs de toute taille, des outils pour franchir le pas du digital. C'est l'opportunité pour eux d'aller chercher ces clients qui viennent sur Internet pour faire leurs courses. Concernant la digitalisation des entreprises, la France aurait un retard considérable comparé aux autres pays. Seuls 16% des entreprises auraient franchi le pas. On est dans ce processus d'accompagnement depuis un long moment auprès de nos commerçants pour leur aider à comprendre les enjeux, à muter leur point de vente. Et je crois que là, on est complètement dans notre mission d'accompagnement des entreprises de proximité. Grossiste en maroquinerie, l'entreprise alsacienne L'Île aux Sacs utilise depuis quelques années la plateforme digitale Marketplace. Ils ont eu l'occasion cet après-midi de partager leur expérience. À partir de 2015, en fait, on a intégré Amazon. Ça nous a permis d'avoir un peu plus de visibilité. Parce qu'avant, on travaillait beaucoup en grande distribution sur le Grand Est. C'est pour ça qu'on a intégré la plateforme. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on expédie directement les marchandises dans les entrepôts d'Amazon pour pouvoir ensuite dispatcher les différents produits dans différents pays aussi. Pour l'instant, on est en constante augmentation de chiffre d'affaires et on est assez content du service. À l'issue de la conférence, les entrepreneurs ont pu profiter de conseils de coach et d'ateliers participatifs. Direction le quartier strasbourgeois du Port du Rhin à présent. Les travaux se poursuivent dans l'ancienne COP avec une étape assez spectaculaire aujourd'hui. Elle va permettre à l'ancien bâtiment de l'Union sociale de se transformer en pôle de conservation et d'études des musées de la ville de Strasbourg. Cécile Motz. Ici, il y a une dizaine d'années, étaient stockées des denrées alimentaires. À la faveur des travaux de réhabilitation de la COP, l'ancien bâtiment de l'Union sociale gardera sa mission, le stock. Mais ce sont des œuvres d'art que l'on trouvera bientôt ici. En attendant, le chantier bat son plein et aujourd'hui, c'est l'étape la plus spectaculaire. Le bâtiment est surélevé d'un étage. Il faut aussi préserver le bâtiment, éviter les chocs sur les façades. Voilà, ça nécessite quand même plus de particularité qu'un chantier classique qui se trouverait au sol. C'est qu'il en faut de la place pour accueillir une partie des 700 000 œuvres que possèdent les musées de Strasbourg. Ici, elles seront stockées, mais aussi étudiées et restaurées. Ce pôle de conservation et d'études des musées aura aussi pour mission d'ouvrir ses portes au grand public. Ce bâtiment, il faut qu'il puisse conserver des œuvres, mais il faut qu'il puisse accueillir aussi des salariés qui vont travailler sur ces œuvres, les rénover, les photographier, les encadrer. Et puis il faut aussi que le public puisse venir. Et ce bâtiment avait besoin donc de plus d'espace, mais aussi des espaces avec de la lumière du jour. C'est le sens de cet étage supplémentaire que l'on va mettre en place, qui est en cours de construction. Un nouveau lieu culturel qui se veut donc incontournable pour la ville et qui complétera l'offre des musées. Ce bâtiment
L'originalité de ce projet, c'est d'être un musée à part entière englobant ces 3 missions de conservation, d'étude et de diffusion. On ne fait pas seulement conserver des œuvres, mais on les étudie et on les diffuse aussi. On travaillera sur la transparence, qui n'est vraiment pas toujours le cas dans des réserves de musées qui sont généralement présentes des façades opaques. Là, il y aura des vitrines. Étant donné l'ampleur du projet, puisque ce n'est justement pas qu'une réserve, mais c'est aussi un lieu de diffusion, ça deviendra en quelque sorte le 12e site des musées de la ville de Strasbourg. Au pôle de conservation et d'études des musées, une salle pédagogique pourra accueillir jusqu'à 100 personnes. Le lieu permettra aussi la préparation des nouvelles expositions des musées de la ville. Fin des travaux prévus en 2021. Les restaurants franchisés étaient à l'honneur hier soir à Paris lors d'une remise de prix. Et parmi eux, de nombreux Alsaciens, évidemment, et Nora Boirioa, qui a rencontré 2 des lauréats. La famille de glaciers franchis est venue en force de Strasbourg à Paris. Et à raison, pour ces 2 restaurants italiens, les parrains, elle a reçu le prix Meilleur espoir de la franchise et du partenariat lors de la 31e cérémonie des trophées de l'IRF. Ce prix est une motivation excusez-moi, pour pouvoir nous développer, pour faire découvrir notre métier et ce que l'on produit sous les enseignes Les Parrains. Lauréat en 2017 du même prix, le bar à bière et croque-monsieur strasbourgeois, le Croque-Bedaine, double la mise et remporte cette année le Grand Prix dans la catégorie Innovation. La machine à croque-monsieur qui a été brevetée conçue et brevetée pour l'enseigne et qu'on a créée et qui permet de faire des croques spéciaux soudés sur les bords et on peut développer beaucoup de recettes. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour le président alsacien de l'IRF de mettre l'accent sur les nouveaux défis du commerce indépendant, en tête la digitalisation. Le commerce se réinvente tous les jours avec un consommateur qui a changé toutes ses habitudes et ses comportements d'achat. Donc effectivement, nous allons nous plonger dans un futur qui est hyper connecté, hyper numérique. Les 2 enseignes strasbourgeoises primées prévoient prochainement de nouvelles implantations en Alsace et aux 4 coins de l'Hexagone. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on finit ce journal avec l'image du jour d'Oliviane. Belle et utile communication du producteur alsacien de foie gras Édouard Hartzner. Tout au long de la semaine, il nous distille ses conseils pour déguster au mieux ce produit phare de Noël. Premier conseil, la température. Il faut le sortir du frigo 45 minutes avant dégustation, car trop froid, il perd de sa saveur et de sa texture. Et pour le démouler facilement, c'est simple, plongez très rapidement le bocal dans de l'eau chaude. Prochain conseil à suivre jusqu'à vendredi sur Facebook. Et retour en direct dans 24 heures en Alsace. Merci beaucoup Anna pour le JT de ce soir. On vous retrouve demain, évidemment mercredi. Et on laisse la place à tous les invités et chroniqueurs d'Alsace 20 pour la deuxième partie de cette émission. Tanguy Flores pour Chap, ce sera tout à l'heure. Sabrina Keller pour Femmes de foot. Et son invité Constant Raibel de la Banque alimentaire du Bas-Rhin. On va parler orientation avec Pamela Kaméhan et le colonel Marc Clerc qui reviennent tout juste du Forum européen de cybersécurité. C'était à l'ENA cet après-midi pour vos données. Et pour tout le reste, on en parlera dans un instant. C'est juste après la météo de Sada. À tout de suite. Regardez la météo du jour avec Vialis, opérateur TV, Internet, téléphonie, 100% alsacien et passez de bons moments sur la fibre optique Rosas. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. C'est encore une belle journée qui vous attend en ce mercredi et ce dès votre réveil. Alors certes, quelques passages nuageux un petit peu partout, mais le soleil sera déjà bien présent. Les valeurs dans la matinée, regardez, 11 degrés, ce sera la maximale en Alsace si vous êtes dans le Bas-Rhin, 10 degrés dans le Haut-Rhin. On retrouve ces 11 degrés à Kiel, 9 degrés ce sera la minimale si vous êtes à Bâle ou encore à Mannheim. On passe à l'après-midi et bien toujours du soleil, surtout en Alsace.
Alsace, partout ailleurs, quelques passages nuageux. Les valeurs dans l'après-midi, eh bien regardez, que dire, 17 degrés si vous êtes à Saverne, Strasbourg ou encore Mulhouse et 18 degrés partout ailleurs. On passe à votre journée de jeudi. Alors les températures sont en baisse, mais il y aura toujours pas mal de soleil. Et en ce mercredi, eh bien nous célébrons les Carines. Le soleil se lèvera à 7h24 pour nous dire au revoir à 17h. Excellent moment à tous sur Alsace 20. C'était la météo du jour avec Vialis, opérateur TV, Internet et téléphonie 100% alsacien. Et on va parler orientation avec la première invitée de ce 24 heures en Alsace. Orientation pour vous peut-être si vous êtes jeune comme Tanguy encore, ou orientation pour vos enfants, pour ceux qui sont un peu moins jeunes peut-être. Pamela Kamen, bonsoir. Bonsoir. Vous organisez non pas un mais deux salons en un salon plutôt post-bac, l'autre pour les élèves des grandes écoles. Ça se passe à Mulhouse au Parc Expo ce samedi. À l'heure où on trouve tout ou presque sur Internet, c'est quoi le plus d'un salon de se déplacer sur un endroit comme ça? C'est la relation, surtout, c'est de pouvoir justement entrer en relation en direct avec ces écoles, de pouvoir être accompagné de leurs parents aussi. Du coup, les parents peuvent aussi poser des questions en direct aux intervenants, et c'est aussi du coup une approche complètement différente parce qu'ils vont rencontrer différentes écoles au même endroit. Ils vont rencontrer aussi des étudiants qui sont dans ces écoles-là et qui sont en fin d'études. Qui viennent témoigner du qui vont pouvoir du coup répondre à leurs questions également. Et du coup, ils vont pouvoir participer à des conférences et à des ateliers qui vont vraiment permettre du coup d'avoir une approche différente qu'on peut retrouver sur les sites internet. Il faut venir en ayant quoi, une idée précise de ce qu'on veut faire comme métier ou au moins comme branche. On peut réfléchir aussi quoi, des études plus ou moins longues, en alternance ou pas. Il vaut mieux arriver avec une idée un peu précise quand même. Ça dépend des profils. Alors oui, c'est toujours mieux. En général, aujourd'hui, les étudiants qui arrivent sur nos salons sont assez décidés parce qu'on a des salons à thématique. Donc grande école, on parle commerce, ingénieur, art. En général, les étudiants qui viennent sont déjà attirés par ces secteurs. Ensuite, on va avoir des étudiants qui sont totalement perdus parce qu'ils ont fait une première année et finalement ça s'est pas forcément bien passé. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin et du coup ils vont revenir ici pour se réorienter. Alors Mathieu l'a dit, je suis très jeune, j'ai eu mon bac il y a quelques mois. Quels sont les secteurs bouchés que je dois éviter, ou si j'ai quand même envie d'y aller, c'est quoi la meilleure technique pour trouver quelque chose quand même? Alors, les secteurs bouchés, ça va... Compliqué, on va dire. Voilà, c'est compliqué, mais je ne pourrais pas se décourager. Non, je ne dirais pas qu'il faut les éviter. On peut en citer un ou deux, par exemple, là où il y a le plus de demandes? Là où il y a le plus de demandes, ça va être... alors, ce n'est pas forcément des secteurs bouchés que j'ai en tête, ça va être le commerce, la santé, mais des secteurs bouchés, ça pourra être plus, on va dire, dans le luxe ou dans le e-sport, où là, par exemple, maintenant, la tendance, c'est le gaming, donc forcément... Dans le e-sport, non, tu veux pas, non? Je suis pas sûre que aujourd'hui, FIFA, je suis une brêle, c'est pas possible. C'est une tendance, finalement, en fait, que les étudiants, il y a un cas sur 100 000 qui vont vraiment, parce que c'est des étudiants qui veulent être... Des sportifs de haut niveau. Mais c'est toujours les Coréens qui gagnent à la fin, c'est pas drôle. C'est hyper vendeur, mais c'est un peu décourageant et ça inquiète les parents. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, si on fait ce type de salon, c'est pour pouvoir leur apporter un maximum d'informations et éviter dès le départ. Non, je pense qu'au contraire, ça risque de créer une frustration. Donc, quand même, essayer de tenter de percer. Et puis sinon, des fois, on peut rebondir sur un métier du même secteur et finalement, on se rend compte que ça nous Et à l'inverse, ceux qui recrutent tous les ans, tout le temps, tous les jours, c'est par exemple le tourisme, l'hôtellerie, ce genre de choses, etc. Là, le problème, c'est vraiment de trouver des gens pour travailler. Qui ont envie de travailler justement dans ces secteurs-là. L'hôtellerie est toujours en tension, ils ont énormément de mal. C'est pas un réel problème dans ces secteurs-là. Dans le secteur du commerce, en général, il y a énormément de demandes. Et il y a énormément d'écoles, justement. Il y a de plus en plus d'écoles qui se spécialisent là-dedans. La difficulté, c'est plus de trouver la bonne école que en fait, c'est de faire un choix en fonction que ce soit de la ville, en fonction de la formation, parce qu'il y en a une qui va être spécialisée, ça peut être, je sais pas, le management dans le tourisme. Alors, ça va être le management dans le luxe. Enfin, voilà, il y a différents secteurs, mais c'est en général là-dessus que ça bûche le plus. C'est de faire le choix de la spécialisation. Moi, je me lance dans le e-sport quand même. C'est officiel, hein? Faut essayer. Avec Sabrina, je peux gagner. On vous sponsorisera. Je sens que ça va être drôle. Il y a une partie du salon, vous le disiez, qui est consacrée aux grandes écoles, donc ça passe souvent par des classes de prépa. Ça aussi, ça se choisit, ça se sélectionne, les classes prépa. Enfin, c'est aussi une orientation qu'il faut pas rater, ça conditionne quasiment la suite déjà. Qu'il ne faut pas rater, oui et non, parce que même si on rate, il ne faut pas non plus se décourager, c'est encore possible d'y accéder, mais c'est vrai que ce sont les admissions parallèles.
du coup, aide aussi à pallier à ça, à pouvoir accéder à une école de commerce. Donc, mais oui, c'est des décisions qu'il faut faire à tête réfléchie. Et c'est heureusement, justement, que ce type de salon existe parce que, du coup, on va voir ce que différentes prépas ou écoles vont pouvoir proposer et on va tout de suite être plus sensible à l'une ou à l'autre. Donc, c'est là qu'on va pouvoir vraiment réussir à faire un choix plus facilement là-dessus que sur Internet. Mais on n'est pas obligé de faire une prépa. Hein. On a non, de très bonnes écoles de commerce. On n'est pas obligé de faire une prépa. Non, je dis ça parce que mon fils fait une très bonne école de commerce et il n'a pas voulu faire de prépa. Il faut aussi ça marche de aussi. temps en temps. Pour y rentrer d'ailleurs dans ces écoles, et pour terminer là-dessus, vous proposez sur ce salon, donc samedi à Mulhouse, on rappelle au Parc Expo, des ateliers pour apprendre justement à présenter les entretiens qui permettent de rentrer dans ces écoles, parce que les bulletins scolaires seuls, ça suffit pas forcément. Ça se prépare, on vous donne des conseils pour préparer entre guillemets, sa candidature. Tout à fait, on fait en sorte... Alors là, il y a un atelier qui est prévu ce samedi, mais surtout pour les écoles d'art, parce que pareil, il y a des cas très spécifiques. Donc là, c'est des experts qui sont présents toute la journée dans le secteur de l'art qui vont apporter des conseils, tout simplement. En fonction de l'orientation du jeune, on va pouvoir lui dire vers quoi se tourner. Mais ensuite, en parallèle, on va organiser des conférences tout au long de la journée qui vont aussi également pouvoir permettre de répondre à leurs questions en direct. Donc ça va être, suis-je fait pour une école de commerce, suis-je fait pour un séjour linguistique, ça peut être pour les écoles d'ingénieurs. On va répondre à toutes ces questions. Du coup, on a différents intervenants tout au long de la journée qui vont pouvoir leur répondre en direct. Et venir bien habillés aux entretiens. Parce que moi, j'ai vu des gamins venir dans les écoles de commerce. C'était juste non, pas mais possible, c'est vrai quoi. que pour nous, c'est du bon sens, mais c'est vrai que il faut le dire. Il y a des fondamentaux à rappeler. Voilà. Il faut le rappeler, effectivement. Mais sauf dans le e-sport, on peut être habillé Tanguy n'importe comment. Alors, e-sport, on sort le t-shirt et puis on sort le paquet de chips et puis c'est parti, la manette. Ça se passe le salon Studyrama ce samedi au Parc Expo de Mulhouse. Merci beaucoup, Pamela Kamen, d'être venue nous en parler. Et puis on parlera de la Banque Alimentaire du Bas dans un instant avec Sabrina Keller. Vous recrutez aussi, mais des bénévoles tout le temps, plein. Et Colonel Marcler, on parlera de cybersécurité. La gendarmerie recrute aussi. Vous n'êtes pas sur le salon, je crois, à Mulhouse. Pas cette fois-ci. Bon, on parlera quand même de la gendarmerie dans un instant. Côté cyber, côté internet. Le mardi, évidemment, c'est le rendez-vous avec Femmes de foot et Sabrina Keller. C'est maintenant. Elle a quoi, ma chemise? Elle est très jolie. Je viens de réagir. Il faut bien habillé. Non, mais je suis super jolie. Très élégante. Je vote, je suis pour. Hein, voilà. Sabrina, qui est à l'honneur cette semaine. Ce soir, je reçois le presque nouveau président de la Banque Alimentaire, Constant Raiba. Presque nouveau. Presque nouveau, depuis le 22 juin, effectivement. Ouais. Mais déjà ancien dans la maison. Oui, vous connaissez bien les maisons. Alors, vous m'avez invité la semaine dernière, en tant que présidente de l'association Femmes de Foot, à visiter vos locaux. J'ai été super impressionnée. L'entrepôt, les bureaux, le personnel bénévole, enfin c'est une entreprise que vous gérez aujourd'hui. On doit fonctionner comme une entreprise, on le doit à tout le monde. On le doit aux donateurs qui nous donnent des denrées alimentaires et qui nous subventionnent par ailleurs. On le doit également aux gens qui reçoivent les denrées alimentaires, qui sont dans le besoin. Il faut qu'on soit professionnel pour que toute la chaîne puisse être défendue, pour que toute la chaîne puisse apporter des produits de qualité aux gens qui en ont besoin, au bon moment, au bon endroit. Est-ce qu'on peut rappeler combien de tonnes de denrées vous récoltez chaque année? Je prends les chiffres de 2017, puisque les chiffres de 2018 ne sont pas encore calés. Donc en 2017, on a récolté 2578 tonnes sur le seul département du Bas-Rhin. 2578 tonnes, et on peut dire que sur ce chiffre-là, il y en a à peu près 1600 qui ont été sauvés de la destruction grâce au fait qu'ils aient été donnés à la Banque Alimentaire, qu'on a pu les recycler et qu'on a pu les donner aux associations partenaires. C'est quoi le circuit qui est fait justement avec ces produits? Voilà, le circuit, il est très simple et complexe à la fois, évidemment. Le circuit, c'est que la Banque Alimentaire joue un rôle de grossiste et de logisticien, c'est-à-dire qu'on récolte partout où on peut des denrées alimentaires. Donc ça peut être dans les grandes et moyennes surfaces, ça peut être dans le cadre d'une collecte nationale dont on va parler tout à l'heure avec Sabrina. C'est également le Fonds européen d'aide au développement qui nous donne des produits. Ce sont des agriculteurs, ce sont des producteurs, etc. Donc on récolte tout ça. Chaque matin, on a 7 camions frigorifiques qui font le tour des grandes et moyennes surfaces de la proche région pour récolter des produits frais. Ces produits frais arrivent à la Banque Alimentaire, nous les déchargeons, nous les trions évidemment, nous refaisons des emballages et nous les distribuons l'après-midi à 90 associations partenaires. Oui, parce qu'il y a les associations, voilà. Ce sont des associations à qui vous redistribuez, ce ne sont pas des personnes physiques, et les épiceries sociales. Voilà, donc en fait, si vous voulez, nous, on n'est pas en relation directe avec le bénéficiaire ultime. Nous, on fait un travail vis-à-vis des associations qui sont en face. Donc association, c'est un terme au sens large. On a 18 épiceries sociales ou solidaires dans le Bas-Rhin.
Nous avons des centres communaux d'action sociaux et nous avons un certain nombre de réseaux qui sont nationaux, tels que la Croix-Rouge, la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Caritas et des associations locales. Mais pas les Restos du Cœur. Pas les Restos du Cœur. Non, mais c'est vrai, c'est pas les Restos du Cœur. C'est le seul. Parce que les Restos du Cœur ont décidé d'intégrer toute la chaîne à leur propre niveau. Ça fait combien de bénévoles, ça, qui travaillent pour vous tous les jours? C'était ma prochaine question. Oh bah, ça te dérange pas? Oh bah voilà, mais on voulait faire en duo, regarde comme ça marche, on est connectés. En fait, tu es un vrai homme-femme de foot, quoi, tu connais. Voilà, c'est super. Avant de parler des bénévoles, je veux parler des bénéficiaires, puisque finalement, on travaille tous pour eux. Hein. Beaucoup d'étudiants, hein. Notamment des étudiants, mais pas que. Et nous, notre slogan, c'est « Aidons l'homme à se restaurer ». Donc, aujourd'hui, en 2017, il y a à peu près 40 000 personnes qui ont bénéficié au moins d'un repas dans l'année qui a transité par la banque alimentaire du Bas-Rhin. Donc c'est un chiffre tout à fait énorme, mais c'est une réalité. Et pour ce faire, il nous faut des forces vives, effectivement, comme vous le dites. Et nous, on fonctionne avec des bénévoles principalement. Pourquoi ? Nous avons des ressources propres qui sont très faibles, donc nous n'achetons jamais rien. On fonctionne sur la base du bénévolat. On a 90 bénévoles sur l'année, qui ne sont pas là tous les jours, évidemment, mais qui sont là toute l'année. Nous avons également décidé, il y a quelques années, de faire plus qu'uniquement du soutien alimentaire et d'aider des gens à s'insérer dans la vie active. En fait, c'est génial parce que toutes mes questions, il est en train de répondre. Ça, c'est un président, mais il est extraordinaire. Il est extraordinaire. C'est ce qu'on me dit tous les jours. Alors. Non, mais c'est vrai, c'est important. Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre vos bénévoles et ce nouveau chantier d'insertion qui existe. Voilà. Vous voyez, je sers quand même à quelque chose. Non, mais c'est évident, c'est évident. Donc, 90 bénévoles pour répondre à votre question. 20 personnes sur le chantier d'insertion pour répondre à la question de Sabrina. Donc, ça en fait déjà 110. Et pour encadrer tout ça, nous avons 5 CDI, moi-même étant président bénévole. Donc, on a une taille d'une PME, on est géré comme une entreprise parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources, donc il faut gérer le plus finement possible pour arriver au but qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de permettre à des gens dans le besoin d'avoir des denrées alimentaires, de se nourrir correctement. Je voudrais parler quand même de la générosité des Alsaciens, alors soit les bénévoles, mais on parle aussi du temps fort de la collecte. Exactement. Qui va arriver, là. Donc à la fin de ce mois-ci, le 30 novembre et le 1er décembre... On voit à l'écran ce dont vous avez besoin. Voilà. Le 30 novembre et le 1er décembre, nous avons la grande collecte nationale sur le Bas-Rhin. Alors ça, c'est un événement absolument fantastique. Pourquoi ? On est présent dans 160 magasins sur le département du Bas-Rhin. Pour qu'on puisse être présent dans 160 magasins dans le département du Bas-Rhin, il nous faut près de 5500 bénévoles. Je dis bien 5500 bénévoles qui viennent nous donner un coup de main, souvent sur une période de 2 heures, pour recevoir les clients, pour recevoir les produits. Et ensuite, ces produits sont rapatriés sur des centres de regroupement où on les trie et où ça nous permet de les gérer sur l'année. On voit ça à l'écran. On a passé les 2 flyers pour la recherche de bénévoles. C'est quand même 350 tonnes qui seront récoltées à ce moment-là, sur ces 2 jours. En 2017, en 2 jours, effectivement, on a récolté 350 tonnes, ce qui est tout à fait monstrueux. Ça dénote la générosité des Barinois. 350 tonnes, et on a mis 3 semaines ensuite à les trier pour les trier en fonction du type de produit, en fonction des dates limites, etc. etc. Eh ben, bravo à vous, bravo au gilet orange, j'allais dire jaune, mais c'est pas la même actualité, donc je vais faire attention. Donc si on souhaite plus de renseignements pour devenir bénévole ou aider à l'achat d'un camion frigorifique, parce que vous en cherchez. Non, mais là je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais me faire gronder. On voit les coordonnées donc, en bas cherche de des votre mécènes, écran. On cherche effectivement les coordonnées pour ceux qui veulent donner du temps, de l'argent, des denrées. C'est l'adresse internet et le numéro de téléphone qui sont affichés à l'écran. Vous aurez l'occasion de revenir, on aura l'occasion évidemment d'en reparler de tout ce métier qui est fait, et puis au moment de la collecte bien sûr. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir. Sabrina, on vous retrouve la semaine prochaine ? Bah oui, normalement. Ouais. Puis on enlèvera. Mais Tanguy ne viendra pas, comme ça je suis sûr que vous reviendrez avec nous. Allez, on va parler plus sérieusement de cybersécurité dans un instant et beaucoup moins sérieusement de Tchap avec Tanguy ici. Il va falloir le supporter encore quelques minutes. C'est juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Et on va parler de cybersécurité ce soir. Cybersécurité, c'est pas très compliqué, c'est la sécurité de vos données sur Internet, celle de vos messages, de vos coordonnées bancaires, de vos correspondances. Avec Marc Auclair, colonel de gendarmerie, bonsoir. Bonsoir. Et Ludovic Hay, vous êtes maire de Rixheim, mais aussi officier de réserve. Vous êtes notamment spécialiste des questions de cyberdéfense. Vous participiez tous les deux à un forum à l'ENA cet après-midi devant des gens de tout public, mais notamment des entreprises, parce que les problématiques se posent pour les particuliers et pour les entreprises. Si je vous dis que personne n'a confiance en Internet, mais que tout le monde s'en sert, c'est un peu ça le paradoxe aujourd'hui.
Oui, il y a de ça effectivement. Il faut toujours être vigilant. Quand bien même on est adepte de ces questions, il faut quand même toujours avoir cette petite... C'est d'ailleurs ce qui peut sauver un certain nombre de situations, c'est d'avoir toujours ce petit doute qu'on doit tous avoir au chacun de nous et l'utiliser bien évidemment. Aujourd'hui, le monde ne pourrait pas s'en passer, la société non plus, mais garder ce petit doute, cette petite attention qui fait qu'on arrive à mettre le doigt sur un mail qui peut être frauduleux. Le thème du forum, c'était agir pour la confiance numérique. Comment retrouver confiance, comme dit, dans la sécurité, tout simplement. On va parler des entreprises qui sont quand même, qui étaient le cœur de cible cet après-midi. On peut rappeler quand même quelques conseils, alors qui vont peut-être paraître basiques à certains, mais des conseils de prudence, de bon usage. Qu'est-ce qui est dangereux, entre guillemets, sur Internet et comment se protéger, comment se défendre? Voilà, la confiance, la vigilance ne doit pas être un frein, bien évidemment. C'est juste avoir un certain nombre. Vous savez que l'ANSSI, l'Association nationale de sécurité, a mis en place un guide d'hygiène numérique, tout simplement. Donc ce sont des conseils très simples que tout à chacun peut comprendre. Il n'y a rien de compliqué qu'il faut mettre en évidence. Être encore une fois, aujourd'hui, être vigilant, ce n'est pas être contre les nouvelles technologies. Il faut juste avoir ce petit œil critique. Et je pense également avec toute la part de bon sens nécessaire, parce que finalement ça part de là. La part du bon sens, le facteur humain, parce qu'au-delà de toutes les techniques qu'on peut mettre en œuvre, de toutes les organisations également qu'on peut mettre sur pied, au bout du bout, l'importance du facteur humain est toujours vraiment véritable, qu'il soit maillon faible, c'est-à-dire que la faute arrive par une faute humaine, mais également avec une petite notion d'optimiste, qui peut aussi être maillon fort, c'est-à-dire celui qui trouve la faille et qui l'améliore. Alors même en étant vigilant, parfois c'est pas notre faute, il y a souvent dans l'actualité, et Sabrina m'en a parlé hors antenne, des gros réseaux sociaux qui sont attaqués et on vole des millions et des millions et des millions de fichiers. On ne peut rien faire contre ça, à part ne pas aller sur ces réseaux sociaux? Alors, déjà d'un point de vue un peu stratégique, je dirais qu'on est toujours sur un schéma de lutte du glaive, du bouclier contre le glaive. Le premier, il y a toujours mécaniquement un temps de retard que l'on souhaite le plus court possible par rapport au second. Ensuite, ce sont effectivement des problématiques qui sont très complexes, mais heureusement, je pense que les organisations, pour ma part, donc la Gendarmerie nationale, ne cessent de s'adapter, que ce soit en termes de prévention, c'était vraiment le cœur du sujet aujourd'hui en direction des petites entreprises, mais également en termes de répression, et le tout aussi par un travail en réseau. Donc la gendarmerie, la police, la justice, et également cette proximité souhaitée avec la population, et en l'occurrence donc les responsables d'entreprise. On a l'impression que c'est un domaine de délinquance, parce que c'est comme ça que ça s'appelle souvent, qui était un peu à part dans le sens où les gens ne portaient pas forcément plainte, ou du coup il n'y a pas forcément d'enquête derrière. Ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Les gens portent plainte, il y a des enquêtes. Enfin, vous, évidemment, vous incarnez ça à la gendarmerie. Il y a des enquêtes, il y a des poursuites, il y a des plaintes, ça a des suites judiciaires. Tout à fait. Alors je pense que en tant que particulier, mais également en tant que responsable de structures administratives ou commerciales ou industrielles, la première chose, c'est à minima de signaler ce dont on a été victime, de manière à signaler au service de police, donc police et de gendarmerie, de manière à ce que l'information soit captée et que éventuellement on puisse procéder à des recoupements. Donc ça, c'est le signalement. Et puis ensuite, ce n'est pas exclusif, effectivement, d'un dépôt de plainte qui sera toujours, bien sûr, enregistré et que l'on traitera avec des moyens que l'on veut le plus adaptés possible. Je citerai, par exemple, donc, la gendarmerie qui possède maintenant des enquêteurs nouvelles technologies, donc qui sont spécialement formés, donc c'est une formation très longue, d'une année, donc qui est validante dans le secteur civil, des moyens également d'investigation, de manière à effectivement essayer de résoudre ces infractions, mais qui, je le répète, sont quand même très, très compliquées. Ludovic, et c'est le thème aujourd'hui, c'est comme dit, vous cibliez notamment dans ce forum les entreprises. C'est quoi? C'est une vraie menace, c'est un vrai défi pour les entreprises, souvent très petites, qui peuvent être attaquées, et du coup l'enjeu est quasi vital parfois. Disons que les grands groupes, je dirais pas celui du CAC 40, mais les grands groupes ont aujourd'hui une structure qui leur permet effectivement de faire face à un certain nombre d'attaques. Et eux, ils sont équipés, quoi. Voilà, un petit peu. Personne n'a forcément la science totale dans ce domaine, mais c'est vrai que nous, on vient plutôt en aide, et comme le disait le colonel Claire à l'instant, la réserve vient aussi en appui sur la partie anticipation, sur la partie prévention,
Effectivement, une fois que le délit est avéré ou le crime opéré, bien évidemment, c'est la gendarmerie qui prend le relais. Mais nous, on intervient effectivement pour les sensibiliser parce que souvent, ils rentrent chez eux et ils disent « mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai appliqué les quelques règles de bon sens, qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Et bien souvent, ce sont des règles de bon sens qui suffisent. Il n'y a pas besoin non plus de faire des algorithmes très compliqués en rentrant chez soi et de faire fort à la mot. Je veux dire, c'est pas le but de se faire une forteresse, c'est vraiment d'être vigilant sur un certain point, sur des portes dérobées qui peuvent être utilisées, sur des failles de l'entreprise tout simplement. Pour finir, pardon, où trouver les infos, qu'on soit particulier, chef d'entreprise? Est-ce que c'est des choses qui doivent être, je sais pas, qui doivent être apprises au collège, au lycée? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que les professionnels et les particuliers, où est-ce qu'on peut s'informer pour, si on veut vraiment avoir les infos pour se protéger? D'un point de vue purement pédagogique, il y a l'ANSSI qui a effectivement fait paraître un guide de l'hygiène informatique et également qui a un MOOC sur Internet qui permet de se référencer. On vous donnera peut-être l'adresse sur l'antenne, où tout un chacun peut aller se renseigner. Et puis bien évidemment, il y a les conseils, tout simplement, en tant qu'élu et en tant que réserviste, des fois, à l'aide des chambres consulaires, les CCI, les chambres des métiers qui font le lien entre les pros peuvent se tourner vers ces structures-là les PME, aussi. voilà, les patrons et les civils et les militaires, bien évidemment. Et tout ça, c'est quelque chose qui marche à réseau, qui fonctionne. Et très rapidement, donc sur l'aspect gendarmerie, moi, je dirais que chaque brigade territoriale est un point de contact potentiel pour signaler tout fait anormal, donc là d'un point de vue un contact physique. Et je précise que donc, la gendarmerie possède actuellement une brigade numérique, donc, qui est localisée physiquement aux alentours de Rennes, avec 20 militaires, et qui, elle, répond aux questions, aux sollicitations de l'ensemble de la population par des moyens numériques, Internet, téléphone, ensuite donne des conseils de prévention notamment, et si eh bien, il y a le constat d'une infraction qui a été commise, à ce moment-là, elle transfère cela à la brigade physique territorialement compétente pour la poursuite. Merci beaucoup à tous les deux, colonel Marc Clerc, Ludovic Haït, d'être venus sur ce plateau ce soir. On reste dans le numérique, mais avec un peu plus léger, avec Tanguy Flores. C'est Chop, votre rendez-vous, chaque mardi avec l'actu alsacienne en appli. C'est parti. Sabrina, Mathieu, vous étiez où dimanche soir? Une bonne question. Je devais regarder un match de foot, moi, à mon avis. C'est vrai, vous n'étiez pas à la cathédrale de Strasbourg en train de voir débarquer Emmanuel Macron, Brigitte Macron et tout ça pour le centenaire de l'armistice de 1918. Il a lancé les festivités nationales à Strasbourg dimanche soir. Aujourd'hui, il était à Verdun. Le 11 novembre, il sera à Paris, 11 départements. Donc, il a initié ça à Strasbourg. Beaucoup de monde, une sécurité d'enfer. Tout le centre-ville était complètement bouclé, des barrières partout. Il fallait montrer patte blanche. Ça durait pendant des heures et des heures et des heures. Chap y était et Chap a rencontré des Strasbourgeois bloqués aux barrières, justement. Certains étaient déçus, pensaient pouvoir le voir s'approcher. Eh bien non, ils ont passé des heures dans le froid pour tenter d'apercevoir au loin la grosse voiture d'Emmanuel Macron. C'était un petit peu loupé. Eh bien, on a discuté avec des Strasbourgeois. Si vous pouviez voir Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, de lui demander? On a eu des réponses super intéressantes et j'ai appris quelque chose. Emmanuel Macron, il est adoré par les enfants. Je suis tombé sur des gamins qui étaient là. Ils voulaient voir Emmanuel Macron, l'autographe, la photo. C'était vraiment super mimi. Et je vous propose de commencer par Charlotte. Je sais pas quel âge elle a, 5-6 ans. Elle voulait le voir en vrai, regardez. Elle est très fan. Je ne partage pas toujours ses idées, mais celle-ci est une grande femme. Elle voudrait lui dire plein de choses. Hein, qu'est-ce que tu veux lui dire avec Dobby? Ah, tu sais pas, hein? Pourquoi vous êtes là ce soir? Pour voir le président. Et vous pensez le voir là? Vous êtes derrière les barrières? Ouais, je le vois. Hein. Vous avez envie de lui dire quoi? Des sous. Hein. Vous pensiez faire un beau portrait d'Emmanuel Macron et du président Steinmeier? Si on arrive à le voir, mais j'ai l'impression qu'on serait un peu trop loin. Mais... Là, vous êtes bien bloqué là? Ouais, on est bien bloqué, effectivement. Je pensais qu'on pouvait avancer encore d'une rue, mais non, ils ont vraiment bien bouclé le périmètre et je vais voir si le zoom sera suffisant. Mais... Si vous pouviez voir Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous lui diriez? Je sais pas, je suis un peu mitigé sur sa politique, mais je trouve qu'au niveau international, il a réussi à rétablir un peu la place de la France, donc à ce niveau-là, je serais plutôt content. C'est important pour les enfants. C'est vrai, ils aiment bien Emmanuel Macron, les enfants? Si vous pouviez voir Emmanuel Macron, vous lui diriez quoi? Bonne question. Je sais pas trop. Salut. Salut peut-être, ouais. Salut Manu. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il va avoir à Noël cette année? C'est vrai? Ouais, peut-être. Et vous avez un truc à lui demander pour avoir un truc sous le sapin? Ouais, un petit stage à l'Élysée. Un stage à l'Élysée? Ouais, un petit stage. Je suis très souriante et très motivée. Salut Manu, appelle-moi 06, ça, bip.
Vous venez de comprendre que Macron était à Strasbourg. D'accord, et vous êtes bloqué. Et je suis bloqué, et ça m'emmerde. Et bah oui, voilà, moi c'est clair. Tous ces fans, notamment les enfants. Et voilà, c'est le les Père enfants, Noël, adorés par les enfants. Voilà, je vous part emmène à quelques rues de là. On va à quelques rues de là, un petit peu plus loin, dans un restaurant bar à vin à Strasbourg qui s'appelle Les Innocents. Et c'est certainement, peut-être et assurément le plus beau bistrot de Strasbourg. Pourquoi Car vous avez fait tous les autres. J'ai fait tous les autres. Je suis incollable sur les bistrots de Strasbourg et celui-là, il est vraiment très particulier. Si je vous dis Al Capone. Chicago. Eh ben voilà, Prohibition. Ah ben vous imaginez un resto avec une déco Prohibition. Et au milieu du resto, vous avez un vrai coffre-fort avec des vrais barreaux. Des barreaux métalliques, et c'est la cave à vin. C'est très chouette, c'est super bien décoré, et c'est de la vraie cuisine avec des produits frais, de saison. C'est pas du tout du réchauffé, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et si tu vas sur la page Facebook de Chap, on t'offre des menus. Tu peux jouer jusqu'au vendredi 9 novembre. C'est la petite instant auto-promo. Ouais, tu connais Chap? Ouais, je vais jouer. C'est pas mal. Ça s'appelle Les Innocents à Strasbourg. Franchement, ça vaut le détour, regardez. Bah, faut bien être coupable un peu quand même, parce que sinon, il n'y a pas d'eau chaude sans eau froide. Mais... On a bien aimé ce côté un peu bad boy, mais... non, mais voilà, non, c'était vraiment quelque chose qui nous plaisait. Non, c'est juste ça a du caractère comme époque, et c'est sympa, ça nous plaît. Dans l'assiette, il y a une cuisine de bistrot à notre façon. C'est notre vécu, tout ce qu'on a vu depuis des années, notre expérience. On a une partie de carte qui reste classique. Pour avoir ce côté bistrot, justement, il y a une tête de veau avec une émulsion de pommes de terre dessus. On a les escargots, enfin les schnecks du Birkenwald. Alors cette tarte de citron, on a un fond de sablé, très friable. Une coque, mais qui n'est pas moelleuse comme la plupart des tartes citron meringuées qu'on connaît. Elle est vraiment ferme, mais en fait quand on casse la cuillère, on découvre ce crémeux au citron comme ça qui coule et très doux. C'est pas acide comme certaines tartes, c'est très très doux. On voulait pas être enfermé dans un concept à faire une salade capone ou ce genre de choses. On voulait un décor où les gens sont émerveillés, viennent, ah c'est vraiment chouette. Et à côté, faire une cuisine mais qui a rien à voir. Et justement c'est le contraste qui est sympa. C'est une cave en coffre-fort, oui, pour mettre les bonnes bouteilles. Aujourd'hui, je pense que ce que les gens recherchent, c'est le bistrot. Vous avez vu la tarte au citron? J'irai, promis. On est très à la bourre, Tanguy. On est très à la bourre. Rendez-vous mardi prochain? Bah, je suis invité apparemment. Ouais, non, je sais pas, ça sera l'un des deux, entendez-vous. Merci en tout cas à tous d'avoir été sur le plateau de 24 ans en Alsace. Ce soir, on va rester dans l'univers de 1918, Tanguy, avec cette exposition étonnante sur l'après-libération de 1918, justement. Ça se passe du côté des archives départementales, et c'est tout de suite. Des coiffes et des drapeaux tricolores pour accueillir l'armée française victorieuse. Nous sommes à Strasbourg à la fin novembre 1918. C'était il y a 100 ans et la France venait de prendre sa revanche sur la défaite de 1870. Deux générations de Français élevés à la reconquête des provinces perdues pouvaient enfin savourer le retour de l'Alsace à la République. À Strasbourg, à Mulhouse, à Colmar, dans toute l'ancienne province allemande, après ces images de liesse, s'ouvre une période de transition compliquée. C'est à cette période que les archives départementales du Bas-Rhin consacrent une exposition. Il va se poser tout un tas de problématiques très concrètes parce que vous changez de pays, vous changez de langue, vous changez de monnaie. En termes économiques, il y a des mesures qui sont mises. Comme tous les pays, en fait, quand on change de nationalité, vraiment la puissance régalienne va être mise en place. Et ça, concrètement, ça a des conséquences immédiates sur le quotidien des gens, immédiates, visibles. Et c'est le propos de cette exposition, de montrer à travers les documents, les lettres, voilà, des gens qui vivent cette période. En Alsace, après 5 décennies de germanisation, la France est loin. 2 générations ont grandi, travaillé, aimé en allemand. Rapidement, les autorités imposent le français comme langue officielle, ce qui ne se fait pas sans poser de nombreux problèmes au quotidien. Très vite, on se rend compte que quand même, les gens ne comprennent pas forcément grand-chose, donc on va devoir recourir à des traducteurs, et on va tolérer très rapidement une forme de bilinguisme. On voit dans l'exposition, on a des affiches à la fois en
en français et en allemand. On recourt au théâtre alsacien, que les gens comprennent bien, et on se dit que bon, si on veut qu'ils comprennent un petit peu la propagande, il vaut mieux quand même s'adresser dans une langue qui est compréhensible pour eux, etc. Donc on voit qu'au départ, il y a une forme de volonté de bien faire de la France, de faire vite et puis bien. Et puis, très vite, elle va tempérer en fait tout cela pour le rendre acceptable par la population. Pour les autorités, l'objectif est de fabriquer au plus vite des Français. 4 années de guerre auront vu l'essor des techniques de propagande, notamment la plus récente d'entre elles, le cinéma. Le film L'Alsace attendait, produit en 1917, donne l'image d'une Alsace essentialisée, ne voulant pas abandonner la France et espérant ardemment la victoire de ses armées. Destiné à galvaniser les troupes et justifier la guerre, à partir de 1918, le film servira à faire passer ce message aux Alsaciens eux-mêmes. La diffusion de ces films faisait partie des programmes scolaires. Les films étaient diffusés dans toutes les écoles d'Alsace avec des subventions de la part du gouvernement français. Souvent, la plupart du temps, ces films étaient accompagnés de conférences en dialecte alsacien. Je ne sais pas à quel point cette propagande a marché en Alsace. Ce qui est certain, c'est que ces clichés de l'Alsace qui attend, ces clichés de l'Alsace en costume traditionnel sont encore présents dans la mémoire collective. Et encore aujourd'hui, si on vous demande qu'est-ce que vous évoque la période de 1918, vous allez me dire les fêtes tricolores, la libération, la joie extrême qu'ont ressentie les Alsaciens à l'arrivée des troupes françaises, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est vraiment des images qui sont restées gravées en nous, alors que c'est au départ de la propagande française. La commission spéciale, après avoir entendu Monsieur Arbogast, Madame Arbogast, estime, étant donné le toupet de ces gens qui ont ouvert une boutique à quelques pas de leur ancien magasin, étant donné leur pan-germanisme, que ce ménage est à expulser. Vous venez d'entendre le verdict d'une commission spéciale de triage statuant sur le cas d'Alsaciens jugés trop germanophiles. Dès la fin novembre 1918, on expulse les officiels allemands, on trie la population entre ceux qui ont vocation à devenir français et les autres qui devront partir. Une page sombre de l'histoire de France qui s'est inscrite dans les archives, document auquel la Compagnie du Talon Rouge redonne vie au travers de ses lectures-spectacles. Ce sont des documents authentiques, à la fois des requêtes de personnes qui demandent qu'on reconsidère que l'administration française reconsidère leur situation. Parfois, l'administration française l'a effectivement reconsidérée. Elle était parfois généreuse, mais parfois elle était intransigeante. Et il y a aussi, naturellement, tous ces documents qui viennent des intellectuels de l'époque, Charles Spindler, Anselme Logel. Et on entend comme ils ont été vraiment retournés, bouleversés même, en tant que francophiles alsaciens, par l'absolu et l'absurde sévérité des conséquences de la victoire française. J'ai l'espoir que vous concevez comme impossible l'union par le mariage entre un Alsacien et une Allemande de souche. Pour bien comprendre ce qui se joue à ce moment, il faut se rappeler que la guerre a laissé l'Europe exsangue. L'économie est à l'arrêt, le chômage explose, la population manque de tout, un mélange explosif qui conduit à de nombreux excès. De façon un peu spontanée, on a à Strasbourg, par exemple, un comité qui se met à trier les gens et à chasser ceux qui ont fait preuve de sentiments germanophiles pendant la guerre. L'armée se dit qu'il vaudrait peut-être mieux prendre soi-même la main là-dessus plutôt que de laisser des tribunaux populaires, entre guillemets, le faire. Donc on va se mettre à décider qui va devoir être expulsé. Donc pour répondre à une forme de demande, il y a des afflux de lettres de dénonciation, par exemple. En parallèle des expulsions, l'administration met en place différentes cartes d'identité pour classer la population alsacienne. 4 catégories assorties de droits différents en fonction du pays de naissance. Le fond de l'air est au nationalisme exacerbé. Dans toute l'Europe, on trie, on expulse, on déplace des populations. L'Alsace française s'inscrit alors dans l'ère du temps. Alors on parle d'épuration ethnique. Alors aujourd'hui, c'est des mots qui sont très difficiles à entendre pour nous. À l'époque, on parlait comme ça, on parlait de triage, de classement des populations. Il est vrai qu'on a décidé d'expulser les vieux Allemands qui, entre parenthèses, comme par hasard, avaient aussi occupé les emplois les plus en vue, les fonctionnaires, voilà. Et du coup, pour donner du travail aussi aux Français qui rentraient avec un esprit de revanche, voilà, on a fait partir ces gens en dehors de cadres légaux bien réglementaires, puisque d'ailleurs, il faudra attendre le traité de Versailles pour que la question de la nationalité des habitants d'Alsace-Lorraine soit réglée.
Des mesures d'exception qui prendront fin courant 1919. En 1925, la réintégration de l'Alsace à la France sera jugée achevée, laissant derrière elle un épisode d'une grande complexité. Impossible de le résumer aux seules images de Liesse de 1918, pas plus qu'à celles de l'épuration. Pour y voir plus clair, les archives départementales vous invitent, leur exposition est accessible à tous, y compris aux plus jeunes. Pour le département, il est très important de cibler les jeunes générations. Les collégiens, les jeunes, finalement, il est important qu'ils sachent d'où ils viennent et où ils vont. Des lectures-spectacles seront aussi organisées dans les collèges à destination du jeune public. Mais si vous avez quitté les bancs de l'école, demandez le programme sur le site des archives, il y aura forcément une lecture près de chez vous. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers et sans de paysans.